De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Pour moi, l'enjeu de la gestion du temps, c'est pas simplement de travailler plus et de travailler tout le temps et de nourrir, entre guillemets, le monstre de la productivité. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à se dégager du temps pour des choses qui nous font kiffer. C'est sûr que si t'es un chronotype loup et que tu décides tous les matins de te lever à 6 heures pour faire 3 heures de Miracle Morning, faire 25 pompes et méditer pendant une demi-heure, bah non, mais tu m'étonnes que tu sois fatigué à 11 heures, en fait, ça marche pas. En fait, c'est comme en investissement. À chaque euro que je gagne, ok, c'est que 1 euro, mais 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, je commence à bâtir un capital. Et c'est la même chose sur les projets qu'on a, 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes. Je commence à avancer dans la direction que j'ai envie de prendre pour mon projet. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Tu reviens peut-être de vacances bien reposé avec un regard neuf sur tes projets en cours et de nouvelles ambitions pour tes projets futurs. Et puis, au fil des semaines, la fatigue, les tracas de la vie quotidienne te rattrapent et tu ne trouves pas une minute à toi pour suivre la feuille de route qui te semblait pourtant toute tracée. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment toute cette énergie et ce temps disponible sont-ils ainsi volatilisés ? Il y a sûrement des facteurs liés à ton hygiène de vie et ton environnement qui l'expliquent, mais une chose aurait à coup sûr pu te dépanner, un système d'organisation et de gestion du temps efficace. On parle justement de gestion du temps cette semaine avec Claire Vitou, coach en organisation et productivité, qui était déjà notre invitée sur l'épisode 51. Sur l'épisode d'aujourd'hui, Claire nous apporte des éclairages sur d'autres aspects relatifs à l'organisation et à la productivité, et en particulier les problématiques que toi-même tu nous as remontées, puisque la conversation est issue d'une session Summer Live questions-réponses que tu peux voir en intégralité d'ailleurs, partage d'écran inclus, sur la chaîne YouTube des Investisseurs 4.0. On y verra notamment comment mesurer le temps passé à chaque tâche et améliorer sa gestion du temps. Qu'est-ce que la chronobiologie et comment la prendre en compte pour programmer sa journée et se rendre productif au meilleur moment de sa journée ? Faut-il vraiment se focaliser sur une seule tâche, la plus importante à la fois ? Comment les stacking habits peuvent nous aider à mettre en place de nouvelles habitudes ? En quoi des outils tels que Notion et ClickUp peuvent aider aussi à améliorer ton organisation et ta productivité ? Et que faire pour organiser tous ces documents indépendamment des supports numériques papier dans lesquels ils se trouvent ? Et faut-il d'ailleurs passer au full numérique ? Tu verras, on parle de pas mal notamment d'un outil organisationnel qui s'appelle Notion. Eh bien sache que Claire vient tout juste de sortir une formation en ligne sur Notion, justement. Ça s'appelle l'essentiel sur Notion. Si ça t'intéresse, des liens sont disponibles dans les notes de l'épisode. C'est pas un lien affilié, je te le précise. Avant de démarrer, un mot de remerciement aux personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice de ce podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou de messages de soutien sur les réseaux. Merci à Anaïs pour ce superbe commentaire sur Apple Podcast cette semaine qui m'a bien encouragé. Et puis bien le bonjour à Jou, Kassou, Xavier, Dorine et Vivital. Beaucoup d'auditrices dans les messages cette semaine, ça me fait super plaisir. Allez, sans plus attendre, on plonge avec Claire dans ces changements du quotidien qui te rendront, je l'espère, plus productif. C'est parti.
Claire, merci encore d'être là. Est-ce que tu pourrais te représenter pour les gens peut-être qui connaissent pas? Et puis ce qui m'intéresserait, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé sur l'année qui s'est écoulée en fait, tant pour toi peut-être, mais pour les gens que tu accompagnes au quotidien. Donc je m'appelle Claire Vitou, je suis, tu l'as dit Paco, coach en organisation et en productivité. Et donc mon job, c'est d'aider plus particulièrement les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à créer un système d'organisation, ce que j'appelle à la hauteur de leurs ambitions. Donc en fait un système d'organisation qui va venir soutenir vos objectifs, que ce soit des objectifs pro. Donc évidemment je me concentre surtout sur de la partie organisation professionnelle, mais aussi vos objectifs perso, puisque en fait on a un seul emploi du temps généralement qui marie à la fois le pro et le perso, et l'organisation qu'on va avoir côté pro va avoir de l'impact côté perso et vice versa. Donc du coup mon objectif c'est ça, c'est d'aider les entrepreneurs que j'accompagne à créer un système d'organisation complet qui leur permet vraiment de piloter leur business et d'avoir une aventure entrepreneuriale encore plus sereine. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Mais mon Dieu, tellement de choses. Par où commencer? Je ne sais pas. Donc, pour les personnes qui auraient écouté le podcast ou qui ne l'auraient pas écouté, donc, en gros, l'année dernière, j'étais à un stade. Je vais être hyper transparente, hein, je vous préviens. Ça va être zéro bullshit. Et l'année dernière, j'étais à un stade où j'étais sur le point de quitter mon business, de lui dire toi et moi, c'est fini, je m'en vais. J'ai repris un job salarié en septembre de l'année dernière, un job à mi-temps qui me permettait de restructurer un petit peu mon temps, justement de me dégager aussi des revenus plus facilement entre guillemets. J'ai repris un job salarié, je l'ai quitté en me rendant compte que c'était pas du tout ça dont j'avais envie et dont j'avais besoin, mais j'avais besoin de le tester pour me le prouver. Et en début d'année, j'ai resserré encore mon business. Donc à la base, je suis coach en organisation et l'année dernière, j'accompagnais plein de types de profils différents. Cette année, l'idée, c'est vraiment de me concentrer sur les entrepreneurs et sur les futurs entrepreneurs. D'abord parce que c'est là que je m'éclate le plus. Aussi parce que, en fait, je peux vraiment capitaliser sur mon expérience entrepreneuriale. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai un petit peu d'éléments à partager, notamment pour les personnes qui rentrent complètement dans le monde dans l'entrepreneuriat. Et du coup, mon objectif, c'est vraiment de me concentrer sur ça. Voilà. Et je continue, évidemment, pour le coup, ça fait partie des choses que je n'ai jamais arrêtées et dans lesquelles je m'éclate toujours autant. Je continue de publier sur mon podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination, sur lequel je fais un épisode toutes les 2 semaines environ, où je parle organisation, gestion du temps, mais aussi motivation, et puis évidemment comment est-ce qu'on fait pour sortir de la procrastination, parce que je sais que c'est un sujet qui est assez courant et pas toujours facile à gérer. Donc ça fait partie des sujets que je travaille à la fois avec mes clients et puis aussi sur le podcast. D'accord. Donc il y a parce que quand tu nous avais on avait parlé la dernière fois, tu disais que tu avais 2 catégories de clientèle, hein, les solopreneurs vraiment entrepreneurs à temps plein, et puis ce qu'on appelle les slashers, les gens qui vont transitionner ou qui ont un side business à côté d'une activité salariée. Ça ça reste toujours un petit peu ta Yes. clientèle aujourd'hui. Ok. Ouais, complètement. Ok. T'as eu, il y a eu des choses qui ont changé. Alors vraiment là, de façon macro peut-être on parlait à l'époque, je me souviens tu sais, de la grande démission, du ras-le-bol un peu, et peut-être que qui pousse de plus en plus les gens. On commençait à dévoiler un peu une tendance et penser sur la partie transition justement vers du side business, etc. Il y a d'autres on va dire données empiriques, anecdotes de ton côté qui soutiennent un petit peu cette thèse, ou qu'est-ce que tu as remarqué de manière macro, on va dire, sur on va dire la motivation des gens à changer de vie depuis que maintenant on est sorti du Covid aussi, donc on reprend un petit peu le chemin des entreprises, quoi. Ouais, mais je sais pas si j'ai vraiment des tendances macro. Je pense qu'une tendance, mais que je vois plus dans le monde de l'entrepreneuriat et particulièrement de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, je parle de mon point de vue, et mon point de vue représente évidemment une infime partie de ce qui se passe dans le monde. Et je parle en fonction de ce que je vois dans ma propre bulle, puisqu'on est tous un petit peu dans des bulles, on va pas se mentir. Une tendance que je vois et que je trouve hyper intéressante, c'est le côté justement réussir à avoir un business qui soit ce qu'on appelle vulgairement au service de notre vie. Mais pour moi, ça veut dire réussir, même quand on est entrepreneur, à travailler moins. Et pour travailler moins, ça veut dire travailler plus intelligemment. Et je trouve ça hyper intéressant comme enjeu, parce que ça touche non seulement la partie organisation, mais ça touche aussi la structure d'un business en fait de manière un peu globale, et c'est quoi mon business model, parce que du coup, si je vends mon temps, ça veut dire qu'il faut que je travaille toujours plus d'heures pour gagner plus d'argent, et tout ça. Moi, je trouve que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et qui sont on va dire
parfois dans mon périmètre et parfois un tout petit peu au-delà. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je travaille avec des entrepreneurs, parce que je trouve ça vraiment passionnant de se poser toutes ces questions. Et ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on travaille avec mes clients, tout le côté audit, et non seulement audit de la partie organisation, productivité, gestion du temps, mais aussi la partie audit du business, de en fait finalement si je dois calculer mon taux horaire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que je voudrais gagner dans l'idéal, comment est-ce que j'arrive à trouver d'autres leviers de croissance qui sont pas forcément basés sur le temps que j'y passe pour commencer à augmenter mes revenus. Et du coup la partie investissement, ça fait aussi partie évidemment des choses qu'on peut explorer, parce que l'idée c'est quand même de faire travailler son capital pour créer du revenu supplémentaire, quoi. Sur la partie justement un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec l'investissement, on avait parlé la dernière fois, tu sais, de la division du temps, et tu parlais même de postes de dépenses comme de dépense-temps en fait finalement, et du fait qu'on divisait son temps, qu'il fallait un peu, c'est un peu un parallèle avec le budget d'ailleurs, c'est marrant, on fait un point, en fait tu disais voilà, on fait un point, on regarde combien de temps on passe sur chaque tâche, combien de temps on devrait passer sur chaque tâche, et on essaie petit à petit en fait de concilier, enfin d'arriver là où on voudrait, là où on voudrait aller, sur cette répartition, sur ce camembert, j'imagine. Et je voulais te poser la question, enfin cet exercice-là, est-ce que tu le fais à quelle fréquence en fait tu refais un point pour savoir quels sont tes à combien de temps je dois allouer sur chaque tâche? Est-ce que tu fais un point de façon régulière? Comment tu constates aussi si finalement le cadrage que tu as fait il fonctionne ou il fonctionne pas? C'est quoi le rythme de mise en place de ce genre de choses? Je pense que ça dépend un petit peu de où est-ce qu'on en est justement par rapport à sa gestion du temps et par rapport à son organisation. Quand on a un système d'organisation qui est déjà bien en place et qu'on a surtout des habitudes d'organisation qui sont déjà bien en place, je pense que c'est des choses. Alors évidemment, on fait pas l'économie de le faire de manière formelle à un moment ou à un autre, et je pense une fois par an ou une fois tous les 6 mois, c'est chouette de le faire. Mais généralement, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu au fur et à mesure, parce que du coup, s'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir justement les postes de dépenses prioritaires, que ce soit à l'échelle de la journée, de la semaine ou du mois. Et du coup, normalement, quand on fait le bilan de cette journée, de cette semaine, de ce mois, on arrive à savoir finalement quels sont les éléments qui m'ont pris plus de temps que ce que j'avais prévu, et comment est-ce que j'ajuste un petit peu ces postes de dépenses de manière un petit peu plus intelligente pour que ça corresponde à la fois à ce que j'ai besoin de faire, donc les choses vitales, et puis les choses dont on a besoin, que ce soit dans son business ou ailleurs, et puis aussi ce qu'on a envie de faire, parce qu'en fait pour moi l'enjeu de la gestion du temps, c'est pas simplement de travailler plus et de travailler tout le temps et de nourrir entre guillemets le monstre de la productivité. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à se dégager du temps pour des choses qui nous font kiffer. Et ça, c'est valable à la fois côté perso, c'est-à-dire se dégager du temps, je sais pas, pour passer plus de temps en famille, pour faire plus de sport, pour, je sais pas, faire du jardinage si on kiffe ça. Mais c'est aussi valable du côté pro, c'est-à-dire se dégager plus de temps sur notre zone de génie, sur les sujets professionnels qui nous font kiffer. Et puis le reste, trouver des solutions pour soit compresser entre guillemets le temps qu'on va passer, j'en sais rien, sur des trucs administratifs qui nous font pas du tout vibrer, soit le déléguer en fait pour pouvoir externaliser ces éléments, parce qu'on a juste envie de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, et voilà. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est aussi un des avantages d'être entrepreneur quand on est salarié. Généralement, ce côté délégation, si on a aucune ressource à notre disposition dans l'entreprise, on peut difficilement dire je vais déléguer. L'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on peut avoir cette possibilité et qu'on a cette porte qui peut s'ouvrir, enfin qu'on peut ouvrir en fait, parce que c'est pas la porte qui s'ouvre toute seule, de ok, ce truc là, je décide que mon temps sera mieux utilisé ailleurs, et donc je décide de déléguer. Ouais, et quand tu es slasher et que tu as un side business d'entreprise à côté de ton salariat, tu as quand même dans la bulle de l'entrepreneuriat du coup, parce que tu es entrepreneur à part entière quand tu y es, en fait, après, à faire ces choix, effectivement, là, du coup, tu as un peu plus de ressources ou du moins de flexibilité pour faire ce genre de choses. Quand est-ce que... Enfin, et comment concrètement, en fait, tu vois, comment on appelle ça keep track, tu vois, en anglais. Tu veux dire comment est-ce que tu fais le suivi de où est-ce que tu dépenses entre guillemets ton temps? Ouais, pour pas perdre la tête non plus, pas être toujours en train de renoter. Alors là, j'ai passé 10 minutes pour faire la vaisselle, là 15 minutes pour faire, tu vois, je grossis le trait, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Ça c'est un truc, en fait, je pense que c'est impossible de traquer son temps en permanence, ou alors c'est vraiment beaucoup d'efforts et de discipline à mettre. Après il y a des applications qui existent pour le faire, qui vont
en fait regarder quels sont les programmes que tu utilises sur ton ordi par exemple, et du coup faire un graphique de ok bah t'as passé tant de temps sur telle application, ou t'as passé tant de temps sur tel site internet par exemple. Donc ça c'est utile pour typiquement chasser un peu les distractions. Genre ok, je me rends compte que je passe X temps sur ce site d'information et ça devient un réflexe. Bah en fait je peux mettre en place des actions pour le dégager. Et après sur toutes les actions, donc il y a aussi des manières de faire. Alors je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce truc, mais t'as une entreprise qui fait une espèce de petit objet qui est un objet géométrique où chaque face correspond à une typologie d'activité. Et du coup en fait tu vas simplement retourner le truc et du coup ça va en fait déclencher automatiquement le compteur, plutôt que d'aller sur une application, dire ok je lance tel type de tâche, etc. Je sais que j'ai une de mes clientes qui utilise ça, et elle pour le coup elle fait le tracking de son temps, mais vraiment de manière hyper précise et tout au long de l'année, et pas seulement sur des plages particulières. Si on n'a pas envie de traquer son temps justement de manière hyper extensive et de s'obliger à cette discipline-là, on peut simplement faire une espèce d'audit sur une semaine ou deux, de regarder où se passe notre temps, et soit on le fait à la main sur une feuille. En réalité ça n'a pas forcément besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça, soit on peut, si on utilise par exemple le time blocking, reverse engineer en fait, enfin reprendre les blocs qu'on a mis dans son agenda, et puis du coup faire un peu les calculs de voir ok ça c'est de la création de contenu, ça c'est enfin, j'en sais rien, je parle avec mon propre prisme, donc ce sera probablement, enfin c'est toujours différent d'un business à l'autre, mais ça c'est du projet client, ça c'est du développement commercial, ça c'est du marketing, de la communication, voilà. Et donc du coup un peu identifier quels sont les gros postes de dépenses, ceux sur lesquels on passe pas assez de temps vis-à-vis de notre business, mais aussi vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire, et ceux sur lesquels on passe trop de temps aussi vis-à-vis de surtout généralement vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire. Ouais, toujours dans une sorte de période de temps, une semaine, un mois, pour pas complètement être largué ou être trop perdu en se disant je me laisse 3 mois, et puis en fait ça dérive et on tient pas le truc, quoi. En fait, je pense qu'il vaut mieux très clairement, selon moi, faire un audit court sur une semaine, mais le faire vraiment bien, que de se dire qu'on va faire un audit sur un mois et en fait au bout de 3 jours on a déjà lâché l'affaire, parce que c'est décourageant, et c'est vrai que cette question d'audit du temps, c'est un petit peu compliqué, mais en même temps c'est hyper nécessaire de le faire pour pouvoir justement généralement quand on est entrepreneur, on dit on améliore que ce qu'on mesure, et en fait c'est vraiment ça, la gestion du temps, on améliore que ce qu'on mesure. Donc si on n'a aucune idée de où s'évapore notre temps, on peut pas savoir en fait comment est-ce qu'on peut optimiser les choses et où est-ce qu'on peut gagner du temps, quoi. Donc on a du mal à identifier aussi des leviers d'action derrière pour avancer. Et les leviers aussi de constatation de résultats, parce que c'est ça qui est important aussi, de savoir ok ça a marché, ça a pas marché, quoi. De ce yes. côté-là. Il y avait, quand on parle de un petit peu de temps aussi, d'organisation de sa journée et de division de son temps, il y avait un article, je crois que tu avais fait un post, enfin tu avais même fait un épisode de podcast sur la chronobiologie. Ouais. Et en fait, moi ça m'intéressait dans le sens où, tu sais, on connaît tous le Miracle Morning, en gros, où on dit qu'il faut se lever à 6h du mat, commencer à faire de la méditation pour que ça fonctionne, on est plus alerte le matin, etc. Mais peut-être pas forcément. Quels peut-être ont été tes, on va dire le résumé de ton apprentissage sur la chronobiologie, et peut-être la façon dont les gens se comportent dans la période de leur journée en fonction de ce qu'ils veulent, quoi. Donc déjà, juste pour remettre en contexte pour les personnes qui connaîtraient pas la chronobiologie c'est quoi ? C'est en fait une théorie scientifique qui dit que on est entre guillemets programmé génétiquement pour être des lève-tôt, des lève-tard, etc. En chronobiologie, il y a 4 grands types de ce qu'on appelle des chronotypes. Donc on a le dauphin, le lion, le loup et l'ours. Le dauphin, c'est les personnes qui sont plutôt insomniaques, qui ont un sommeil assez irrégulier et assez compliqué. Les lions, ce sont les lève-tôt, donc ceux qui vont typiquement être des gros adeptes du Miracle Morning. Les ours, ce sont ceux qui vont suivre le cycle du soleil, et les loups, c'est les personnes qui ont plutôt un chronotype tardif, qui vont être justement genre le matin, faut pas leur demander quoi que ce soit, et qui vont plutôt s'éveiller plus tard dans la journée. Moi, ce que j'ai constaté, il y a un premier truc que j'ai constaté, c'est qu'il y a une espèce de biais, je pense, dans la société, qui fait que on a tendance à valoriser énormément les personnes qui se lèvent tôt.
Et je pense que ça, et d'ailleurs le docteur Breus le dit dans son bouquin, c'est dû au fait que les chronotypes qu'on appelle lions, donc les personnes qui se lèvent tôt, sont aussi surreprésentés dans les postes à responsabilité et les entrepreneurs. Et du coup, à qui est-ce qu'on donne la parole de manière générale dans le monde? Aux gens qui ont des responsabilités, les entrepreneurs qui vont parler du coup de leur expérience, etc. Donc du coup, on a une espèce de survalorisation de ce côté lève-tôt, et on a tendance à quand même beaucoup croire l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment persuadée que l'avenir appartient pas à ceux qui se lèvent, enfin, je veux dire que tu te lèves à 6h, à 7h ou à 10h, ça change pas. Par contre, ce qui compte, c'est ton efficacité. Et l'avenir appartient vraiment aux gens qui sont efficaces. Et pour moi, c'est ça le critère de mesure. Et sur le côté pratico-pratique, moi, je le vois chez mes clients, en fait, le fait de faire le chronotype, ça leur permet vraiment d'ouvrir les yeux sur, mais en fait, je suis en train de nager à contre-courant, je suis le saumon en train de remonter la rivière, et du coup, évidemment que ça prend énormément d'énergie. C'est sûr que si t'es un chronotype flou et que tu décides tous les matins de te lever à 6h pour faire 3 heures de Miracle Morning, faire 25 pompes et méditer pendant une demi-heure, bah non, mais tu m'étonnes que tu sois fatigué à 11h, en fait, ça marche pas. Donc du coup, c'est vraiment ça le point, enfin, pour moi, la leçon à retenir de la chronobiologie, au-delà du profil en tant que tel, parce que du coup, c'est toujours un petit peu des cases, mais voilà, c'est surtout, apprends à te connaître toi, à respecter ton propre rythme, et en fait, on s'en fiche de savoir si Michel à côté, il fait différent, quoi. Enfin, vraiment, il y a aucun intérêt à aller contre son mode de fonctionnement, et que ce soit sur le rythme de vie, comme sur l'organisation. Enfin, je veux dire, quand on est, je le vois aussi chez mes clients, il y a des clients qui, pour moi, c'est un spectre, en fait, le côté une organisation super structurée et très très cadrée, et une organisation qui va permettre beaucoup plus de spontanéité. À toi de savoir où est-ce que tu as envie de placer le curseur et ce qui te correspond. Et après, derrière, on peut mettre en place des méthodes qui vont vraiment correspondre à là où tu as placé le curseur. Et sur la chronobiologie, c'est pareil. C'est où est-ce que je place le curseur? Est-ce que je suis plutôt du matin ou plutôt du soir? Si j'imagine que je retourne à la vie sauvage, entre guillemets, pendant un mois, qu'est-ce qui se passe dans mon rythme de sommeil? Et c'est ça aussi qui donne des indices sur comment bien gérer son énergie, ce qui est absolument primordial pour moi. Ouais, non, c'est clair. Boris qui dit sur le chat d'ailleurs, l'avenir appartient à ceux qui sont contents de se lever. C'est quand même, c'est un peu ça aussi. Et ça, c'est très vrai aussi. C'est vrai. Mais non, ouais, il y a des exercices d'ailleurs très pratiques dans ce livre que tu recommandes là. C'est des trucs que tu peux faire assez facilement pour trouver ton chronotype notamment. Ouais. Il y a vraiment, dans le bouquin, et je pense que ça se trouve sur internet sans trop de difficulté, il y a vraiment ce qu'ils appellent le chrono quiz, le bio quiz, pardon. Et donc c'est vraiment une espèce de suite de questions. Après, c'est des questions qui sont évidemment à mettre au regard de la réalité, mais je pense que faut juste être honnête avec soi-même, je pense. En fait, je pense qu'au fond de nous, on sait si on est des lève-tôt ou des lève-tard, si on est plutôt à un rythme qui correspond à peu près à une journée normale entre guillemets. On le sait, et c'est juste l'admettre. Je pense que le fait, moi je sais que le fait d'avoir découvert entre guillemets mon chronotype, ça m'a beaucoup déculpabilisé par rapport à mes besoins. Genre par exemple, tu me demandes à 22h de faire quelque chose, c'est fini en fait. Moi je suis déjà dans mon lit, c'est bon, la lumière elle est éteinte, faut rien me demander quoi. Et en fait ça c'est un truc qui socialement est aussi pas forcément ultra accepté, parce qu'on dit oui il faut se lever tôt, mais il faudrait aussi avoir une vie sociale hyper riche, sortir, voir des potes machin. Mais en fait à un moment juste il faut savoir dormir aussi. Et du coup je sais que personnellement le fait d'avoir découvert entre guillemets mon chronotype, ça m'a permis de préciser aussi mes besoins et de me déculpabiliser par rapport à ces besoins. Mais en fait c'est juste normal que si mon chronotype c'est Lion et que je me lève tôt, c'est normal même à 20h je sois au bout de ma jauge d'énergie. Et donc ça c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Et pareil pour mes clients qui sont par exemple plutôt d'un chronotype loup, je sais que ça les déculpabilise énormément parce qu'ils ont l'impression d'être à contresens de la société. Et en fait, non, c'est juste que t'as un chronotype qui fait que tu peux pas en fait être la personne qui fait son Miracle Morning et ses 25 push-ups, ses 150 push-ups même. Voilà quoi. Ouais, donc autant utiliser son énergie en fait à trouver une manière d'être accepté et de s'en foutre un petit peu de ce que la société peut nous imposer en termes de rythme. On peut passer son énergie à ça plutôt que d'essayer d'être justement de se conformer à un moule qu'on n'est pas quoi. Yes. Tant qu'on y est justement sur ces tordre le cou peut-être aux idées un peu de développement personnel avec les bouquins etc. Il y a un autre un bouquin un peu fondateur en dev perso qui est The One Thing, tu sais, la chose unique de Gary Keller, je crois, c'est l'auteur, un des auteurs, ouais. Que j'ai lu, que je trouve vraiment bien.
mais qui aussi propose une manière de faire quand on veut obtenir des objectifs qui est en fait si je comprends bien l'idée quand même d'aller jusqu'au bout de la chose qui est la plus importante, la chose qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en priorité, d'aller jusqu'au bout et d'appuyer sur cette chose-là avant de même aborder un autre pilier de croissance, une autre chose. Mais c'est assez quand même strict aussi, tu vois, dans l'approche, je trouve. Et je me demandais si tu étais d'accord avec cette approche de faire vraiment en séquentiel, c'est-à-dire d'attendre absolument d'avoir fini la tâche qui est peut-être la plus importante dans la poursuite de nos résultats avant d'aller à autre chose, ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres manières de procéder? Moi, je suis quand même assez convaincue que ce truc du one thing, c'est quand même un énorme accélérateur. Alors, est-ce que il faut le pratiquer tout le temps, en permanence? Je suis pas certaine parce que ça demande beaucoup de discipline et que ça peut être un facteur de frustration. Mais je pense que c'est quand même un énorme accélérateur. J'en ai fait l'expérience moi-même et je trouve que c'est quand même assez puissant. Après, pour moi, c'est à nuancer aussi parce que je pense qu'il faut pas comprendre la théorie qu'il avance comme tu fais une seule chose de toute ta vie pendant un temps donné et après tu passes au reste. C'est plutôt pour moi une histoire de découpage en fait, découpage des choses. Par exemple, évidemment tu vas avoir un one thing, donc un seul focus côté pro par exemple et un seul focus côté perso. Mais tu peux aussi sous-découper entre guillemets ces éléments pour dire c'est quoi ton focus pro vis-à-vis de tel sujet et c'est quoi ton focus pro vis-à-vis de tel sujet. Après, plus tu multiplies évidemment ce découpage et plus tu perds l'essence de la méthode. L'idée pour moi, c'est vraiment de se dire c'est quoi l'objectif vraiment que tu as besoin d'atteindre, c'est quoi qui va faire vraiment la différence et de se concentrer sur ça. Et c'est ça qui est le plus difficile en réalité, c'est d'arbitrer. À partir du moment, ceci dit, où tu as justement séquencé et que tu sais que les choses que tu as envie de faire, elles vont arriver un petit peu plus tard, moi je trouve que ça donne aussi un levier de motivation supplémentaire. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'est pas simplement de dire ma chose unique aujourd'hui, c'est ça, mais sans avoir aucune idée de ce qui va se passer dans le futur, parce que du coup, en fait, juste, t'as l'impression d'être dans un tunnel et de jamais pouvoir en sortir. Mais c'est plutôt de planifier justement de manière séquentielle. Et quand on est, je sais pas, à l'échelle d'une année ou à l'échelle de quelques mois, de dire, ok, ce mois-ci, ma chose essentielle, c'est ça. Le mois prochain, ma chose essentielle, ce sera ça. Et du coup, ça donne aussi un certain rythme et une certaine envie de finaliser ce qu'on est en train de faire pour pouvoir justement passer à la chose suivante, quoi. D'accord. Ouais, donc en plus de ça, il y a le levier de motivation, comme tu dis, quoi. Donc tu es plutôt d'accord que, ouais. Et là encore, il y a l'espace de temps qui est quand même important. C'est-à-dire que j'imagine que si tu fais, comme tu disais, tu vas pas y passer une année. Donc je pense qu'il faut quand même se donner des limites d'une semaine, un mois avant de voir si ça fonctionne, ce genre de choses, avant de passer à autre chose, hein, c'est ça? Ouais. Et sachant que ça, enfin, pour moi, ça veut pas dire qu'on ne fait rien d'autre. C'est simplement que c'est ça la priorité absolue. Et que du coup, si je dois arbitrer entre deux choses, c'est ça qui passe en priorité. Mais je sais pas, par exemple, dans un business, c'est impossible de dire je ne vais faire que ce projet à 100%, sauf si on a une équipe derrière soi qui peut gérer tout le reste. Mais en fait, en réalité, on aura quand même la casquette de comptable à mettre de temps en temps, on aura quand même la casquette opération à mettre de temps en temps, etc. Par contre, de dire en dehors des choses courantes à gérer, je n'ai qu'un seul projet et c'est ça. Je pense que ça, par contre, c'est hyper puissant, plutôt que d'avoir 3-4 projets où on va s'éparpiller, quoi. On marque ici une courte pause. Dans un instant, Claire nous parle entre autres de ses habitudes du quotidien qui peuvent nous aider à être plus productifs et moins procrastinés, des manières de déléguer les tâches à moindre valeur ajoutée et de s'organiser en fonction du support que l'on a choisi. À tout de suite. Hi, I'm Bamboo HR. Yes, the actual software. Mom was a 1, Dad was a 0. It all started when I realized how hard HR's job is. Hey, HR, can you find me the perfect candidate? Oh, and can you make sure when they start they don't leave in the first 12 months like everybody else? Oh, and can you react quickly to every single curveball an employee, government agency, or the company throws at you every day always? HR, you deserve software that has your back. And well, that's me. Try it free at bamboohr.com. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique.
2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Ensuite, ok. Et sur l'organisation aussi des différentes tâches quand on est une famille notamment ou quand on a un job notamment, mais plus pour les familles qui nous écoutent parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires, j'entends de personnes qui ont du mal avec, du mal, et je peux les comprendre avec le fait d'avoir des ambitions, tu vois, professionnelles. Et une vie de famille. Alors j'ai des gens qui reviennent en disant j'ai des enfants à bas âge, tu vois, il y a une Marie-Ange qui m'a envoyé sur Insta un commentaire qui disait qu'elle a 3 enfants en bas âge, mais j'ai aussi des commentaires de personnes, j'ai une fille de 13 ans par exemple, et j'arrive pas en fait à trouver le temps pour me mettre dans mes ambitions professionnelles. J'imagine que c'est des gens qui veulent lancer leur side business peut-être ou à côté. Est-ce que tu as dans les grandes lignes ou peut-être des exemples de réussite de ce domaine-là, des personnes que tu as coachées et des choses qui peuvent aider à trouver le temps justement? Yes. Donc pour moi alors déjà je vais faire un petit disclaimer, je suis pas du tout une professionnelle de l'organisation familiale et je pense qu'il y a clairement des leviers à aller tirer de ce côté-là, mais je me garderai bien de donner des leçons puisque je n'ai moi-même pas d'enfants et surtout que pour moi c'est un sujet assez politique, surtout sur la partie charge mentale, répartition des tâches, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans du militantisme maintenant, mais je vais plutôt m'intéresser du coup à comment est-ce qu'on peut justement pas forcément se dégager du temps, mais prendre le temps. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça pour moi l'enjeu. Encore une fois, j'ai pas l'expérience d'enfant en bas âge, donc j'imagine que ça prend en effet énormément de temps, que c'est aussi énormément de charges mentales, énormément de choses auxquelles on va penser. Moi, je pense que une des manières de faire ça, c'est de réussir à en fait créer une petite routine où on commence tout petit. C'est-à-dire, on se dit ok, dégager un bloc de 4 heures de temps, c'est peut-être pas réaliste là maintenant tout de suite parce que je sais que je vais être interrompue par ça et par ça. Par contre, se dire finalement, si au lieu d'attendre d'avoir 4 heures de temps qui se débloquent dans son agenda, on se dit tous les jours, je passe ne serait-ce que 15 minutes sur mon projet, ça c'est déjà un énorme levier. Parce que en réalité, 15 minutes, c'est pas si difficile que ça à trouver dans une journée. Je pense que quand on regarde déjà nos utilisations du téléphone, 15 minutes, on devrait pouvoir s'en sortir. Si on arrête de scroller 15 minutes sur Instagram ou sur Facebook, on les trouve. Et du coup, une fois de vraiment mettre en place ce truc-là, et 15 minutes au début, et déjà, quand on a en place cette routine de 15 minutes tous les jours, on avance sur des tout petits trucs. En fait, chaque pas en avant compte. C'est-à-dire que 1 vaut mieux que 0. Il vaut mieux passer 15 minutes sur son projet que passer 0 minutes sur son projet. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des moyens d'avancer. Alors, est-ce que on enlève entièrement la frustration de pas réussir à avancer autant que ce qu'on voudrait, aussi vite que ce qu'on voudrait? Peut-être pas, mais c'est déjà un premier pas en avant pour pouvoir justement rentrer dans l'action plutôt que d'être dans la frustration de j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps. En fait, il faut décider. Et je trouve que cette question de la décision, elle est super importante. On en parle beaucoup en développement personnel, mais il y a une différence entre je veux faire quelque chose et je décide de faire quelque chose. Il y a le côté vraiment intentionnel de je le décide, je me donne les moyens de le faire et j'y vais à fond. Et sincèrement, encore une fois, je pense que 15-20 minutes, à vous de mettre le curseur où vous voulez, justement, mais c'est pas tant que ça, mais ça peut vraiment faire la différence, puisque après je suis sûre que vous connaissez, mais il y a l'effet cumulé. En fait, c'est comme en investissement. À chaque euro que je gagne, ok, c'est que 1 euro, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, je commence à bâtir un capital. Et c'est la même chose sur les projets qu'on a. 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes. Je commence à avancer dans la direction que j'ai envie de prendre pour mon projet.
Et pour que ça fonctionne, il faut le maître mot, c'est la régularité, j'imagine, parce que si c'est 15 minutes le lundi et puis 15 minutes le jeudi seulement, bon bah c'est pas forcément ce dont tu parles. Et comment justement, c'est aussi quelque chose qui revient pas mal dans les questions. Comment faire pour rester régulier dans son organisation? Bah ça c'est vraiment alors j'allais dire c'est purement de la discipline. Non, c'est pas purement de la discipline parce que au début c'est pas de la discipline. Au début c'est juste de la motivation. On y va et on est au taquet. Généralement les difficultés arrivent vers genre 2-3 semaines. C'est-à-dire on a mis en place quelque chose pendant 2-3 semaines. Au début on est motivé. Après 2-3 semaines ça commence un petit peu à flancher la motivation. Donc pour moi, la régularité, en fait, la répétition, c'est ça qui va faire que ça va devenir un automatisme. Et notre objectif, c'est d'essayer de traverser cette espèce de traversée du désert, justement, entre le moment où notre motivation commence à décliner et le moment où ça va devenir un automatisme. Et en fait, c'est cette période-là qui est la plus difficile. Pour moi, l'idée, c'est d'avoir un système qui va venir prendre le relais de la motivation et nous aider à faire cette traversée du désert jusqu'à ce que ça devienne automatique. Pour faire ça, il y a plein de manières de faire. Alors, il y a évidemment tout le côté... donc, je vous invite, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous cherchez à mettre en place des habitudes, et quelle que soit leur nature, aller voir Atomic Habits de James Clear, qui est incroyable et qui devrait être sur la table de chevet de toutes les personnes qui ont envie de mettre en place des habitudes, quel que soit, encore une fois, le sujet de ces habitudes. Mais du coup, déjà, c'est mettre en place des systèmes qui vont nous encourager à prendre cette habitude. Donc, des systèmes un petit peu de récompense qui vont nous faire ce petit boost de dopamine pour que à chaque fois que j'ai fait mes 15 minutes sur mon projet, je célèbre, je suis content et voilà. Donc ça peut être des systèmes de points, de dire bah à chaque fois que je passe 15 minutes sur mon projet, je gagne 10 points et je me fais une espèce de système de récompense où au bout de 100 points, je m'autorise à acheter ce truc dont j'ai envie mais qui n'est pas forcément essentiel. Donc ça peut être un premier système, un système de récompense. Et puis après il y a aussi un autre système qui marche super bien qui est le système de partenaire d'objectifs. Et pourquoi est-ce que ça marche super bien? Donc le partenaire d'objectif, l'idée c'est je m'engage, par exemple, je dirais à Paco, ok Paco, je m'engage à lire tous les jours pendant 30 minutes le matin avant de commencer ma journée de travail. Je m'engage, on fait une espèce de mini contrat, potentiellement même on met en place des malus si je ne respecte pas mon contrat. Et donc on rentre comme ça dans une relation où finalement Paco est le garant entre guillemets, mon garant extérieur, c'est ma motivation extérieure. Et ça marche très très bien parce que ça fait appel à notre sens social. On n'a pas envie de décevoir l'autre, on n'a pas envie d'être perçu par l'autre comme pas capable ou comme un échec entre guillemets. Et du coup ça marche très très bien pour pouvoir justement se motiver. Et ça peut aussi être des gens simplement avec qui vous allez faire ensemble. Ah bah ok, c'est notre créneau de projet hebdomadaire ou de projet quotidien et on le fait, et même si on est à distance, on se motive ensemble. Et donc tous ces éléments là, en fait, et là c'est un peu à chacun de tester et de faire sa cuisine quoi, parce que pour le coup on réagit tous différemment en fonction de comment on est câblé, au côté récompense ou au côté malus ou au côté partenaire d'objectifs, etc. D'ailleurs, j'allais dire je crois, mais je suis certaine puisque c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un épisode de Bye Bye Procrastination sur la gamification et que je trouve que c'est un super levier la gamification. Donc l'idée c'est de transformer justement la mise en place d'habitudes ou les tâches du quotidien en jeu pour justement se donner un levier de motivation supplémentaire quand on a tendance à procrastiner. Donc si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu ces éléments-là de système de points, enfin système de récompense, etc. Je vous invite à aller écouter le podcast. Mais voilà, mais en gros, c'est pour moi, pour faire un petit résumé de tout ça, c'est au début, on est motivé, donc ça va relativement tout seul. Voire, on a tendance à être un peu trop ambitieux. Donc déjà, quand on a tendance à être un peu trop ambitieux, on redescend tout de suite direct et il vaut mieux faire des petits pas qu'un énorme pas qu'on ne reproduira jamais. Donc on se définit des petits pas. Une fois que la motivation, et au moment où je me donne l'objectif, je définis directement ça va être quoi mon système qui va prendre le relais de la motivation. Parce que c'est pas au moment où on est plus motivé qu'on va décider de mettre en place ce système. Le système, il faut qu'il soit là dès le début pour que du coup, il soit déjà enclenché quand la motivation elle s'efface. Donc je pose mon objectif, je me dis ok, mon objectif c'est de passer 15 minutes par jour sur mon projet. Quand ma motivation va s'effacer, voilà ce que je vais faire, voilà ce qui va venir prendre le relais de ma motivation. Et on continue d'avoir cette petite béquille, ces roulettes sur son vélo jusqu'au moment où ça devient un automatisme. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, finalement,
considérer déjà que c'est inéluctable, ce moment va arriver, on s'y prépare au mieux? Il est inéluctable. Il y a la vallée de la mort, c'est valable pour n'importe quoi. On déteste tous ce sentiment, mais c'est inéluctable. Je veux dire, et en plus, on est tous capables de prendre des nouvelles habitudes. Je veux dire, on se brosse tous les dents, on fait tous, beaucoup boivent le café à la même heure. Enfin voilà, on a tous des habitudes qu'on a. La question, c'est de pouvoir reproduire cette capacité à prendre des habitudes sur des trucs qui nous font aussi avancer sur les choses qui nous tiennent à cœur, quoi. Ouais, non, ça c'est top. Et il y avait un truc que j'aimais bien dans ce livre d'ailleurs que tu cites, Atomic Habits, qui parle de justement de faire confiance en fait ou pas à son cerveau en fait. Et il y avait l'histoire de, tu sais, quand tu veux aller courir et que tu prépares déjà tout ton matériel la veille au soir avec les chaussures, le machin truc, tu crées un raccourci pour faire que ton cerveau il a pas le temps de dire attends je vais regarder la télé ou attends je vais checker mes mails, tu vois. Il se dit bah les chaussures sont là, bah ça veut dire que je mets mes pieds dedans, ça veut dire que je vais aller quoi. C'est quand même ça marche hyper bien, le côté alors ce qu'il appelle le stacking d'habitudes, donc l'empilement d'habitudes. Donc par exemple de dire si on a déjà une habitude qui existe, par exemple tous les matins je me lève, je me brosse les dents, je me prépare et le premier truc que je fais c'est je me fais couler un café. Et bah si je veux en plus avoir une habitude, je sais pas, par exemple de lecture, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, et bah je vais associer la lecture au café. Et du coup, le fait d'associer ces deux habitudes, ça va rendre la mise en place de la nouvelle habitude beaucoup plus facile et beaucoup plus évidente. C'est pareil, typiquement ce dont tu parles, le côté bah en fait si mes chaussures elles sont devant la porte, je peux juste pas les éviter, donc voilà. Bah en fait ça aussi ça marche super bien. Si je mets mon livre sur mon siège de bureau le soir et que du coup quand j'arrive, je suis obligée, soit je m'assois sur mon livre, soit je suis obligée de le prendre en main pour m'asseoir, bah en fait ça change tout. Donc tout ça, et c'est plein de petites actions qui vont vraiment rendre les choses beaucoup plus fluides pour mettre en place des nouvelles habitudes. C'est quand même effrayant quand tu le dis comme ça, hein. C'est qu'on est vraiment on se croit, tu vois, des êtres élevés, intelligents, etc. Mais en fait, tu vois, c'est comme quand tu passes devant une boulangerie qu'ils vaporisent, tu sais, de l'odeur de pain chaud et du croissant, quoi. Parce qu'ils savent que j'y vais, ça sent bon. Donc ouais, on est des mammifères, quoi. Ouais, mais en fait, on est juste des animaux un petit peu plus évolués, hein. Et justement, l'enjeu, encore une fois, c'est de réussir à dépasser ce truc où il y a vraiment de la friction quand on essaye de mettre en place la nouvelle habitude, au moment où ça devient tellement automatique qu'on ne se pose même plus la question. Je veux dire, qui se pose encore la question de se brosser les dents le matin, quoi? Personne. Bah en fait, on peut arriver à ce stade-là d'automatisme sur d'autres habitudes à force de répétition. Mais tu l'as dit, il y a pas de raccourci, hein. Faut répéter. Ok. Quand tu parlais de traverser du désert, ça c'est effectivement quand c'est un peu dur, un peu rude, et puis qu'il y a moins de résultats, et c'est là où il faut avoir des béquilles à se créer. Il y avait une question un petit peu inverse, dans le sens où comment rester motivé quand la charge de travail commence à baisser, ou baisse en fait. Et là je pense que c'est plus l'idée on commence à être un peu trop cool, et comment rester motivé dans ce cas-là, si t'as des trucs. T'as déjà vu ce cas ou ouais. Ouais, mais ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas juste en fait quand la charge de travail elle baisse? Non mais je sais pas, c'est peut-être une question super naïve, mais en fait on n'est pas obligé de maintenir un rythme de travail égal en permanence. C'est-à-dire que si j'ai une charge de travail plus importante, bah je peux augmenter un petit peu mon temps de travail pour absorber cette charge. Mais si à l'inverse j'ai des périodes où ma charge de travail est moins importante, bah j'ai envie de dire profitons-en, quoi. Alors je dis ça avec des lunettes d'entrepreneur où du coup profitons-en, ça veut dire bon bah en fait il est 15h, j'ai fini, je me casse. Quand on est salarié, c'est un petit peu différent parce que généralement se partir à 15h, c'est un peu moins bien vu et moins facile. Mais du coup, ça peut être simplement de faire des choses qui vous font kiffer dans votre taf, prendre le temps de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Ça peut être justement se pencher sur son organisation, faire un peu de tri, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être motivé en permanence. Enfin voilà, je veux dire, à un moment, on n'est pas des robots, quoi. Donc, donc juste, laissez-vous vivre aussi sur les périodes où c'est plus calme. Profitez-en pour souffler, profitez-en pour partir un petit peu plus tôt du bureau quand même, pour arriver un tout petit peu plus tard. Prendre une pause déj à l'extérieur, faire ce genre de trucs. Et en fait, pour moi, mais ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très français, hein, le côté présentéisme de, en fait, quelle que soit la charge de travail, il faudrait qu'on soit là de 9h à 18h. Mais en fait, très très clairement, pour moi, c'est le côté, est-ce que le travail il est fait? Oui, non. Bah si il est fait, quoi. En fait, faites autre chose. Réservez-vous aux prochaines vacances. Ouais, la soupape, quoi, la soupape de sécurité qui te permet après de te recharger, d'être un peu plus productif sur la suite, quoi.
Mais ouais, on peut pas être à fond en permanence, hein. Ça, c'est vraiment une question c'est pas possible. Ok, non, c'est intéressant. La délégation, je voulais t'emmener là-dessus maintenant, si tu veux bien. Et alors deux sous-thèmes un peu là-dessus. Il y a la délégation par équipe, et puis après, dans le deuxième temps, je voulais parler avec toi peut-être de la délégation sur un agenda ou autre. Et c'est là où peut-être ça pourrait être intéressant peut-être de migrer, de voir un peu ce que toi, avec ton comment tu crées ton système avec les outils que tu as, etc. Notamment sur Notion. Mais dans un premier temps, je voulais parler peut-être de la structuration d'une délégation physique, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, pas mal dans l'immobilier, où en fait, il y a aussi pas mal de corps de métier, tu vois, à gérer, que ça soit sur un chantier quand tu fais une rénovation, mais que ça soit aussi, tu vois, t'as un comptable, un fiscaliste, un banquier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des choses pour toi dans un projet. Donc tu vois, c'est comme un projet entrepreneurial finalement. Et je voulais savoir si tu avais des trucs peut-être pour nous aider à structurer une délégation qui fonctionne dans ce cadre-là, en fait. Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir, des choses à mettre en place pour que ça marche le mieux possible? Yes. Alors, déjà, je pense qu'un premier point, je suis pas sûre que ce soit théoriquement tout à fait vrai, mais pour moi, il y a un petit peu une différence entre sous-traiter et déléguer. C'est-à-dire que si je mandate un artisan pour, je sais pas, refaire un appartement, pour moi, je sous-traite, mais je délègue pas vraiment. Pour moi, dans la notion de délégation, il y a vraiment le côté, cette personne est un partenaire régulier. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que je vais avoir simplement d'un point A à un point B, et une fois que le point B est fini, chacun repart de son côté, mais c'est plutôt quelqu'un avec qui je vais entretenir une relation de fond. Je sais pas si ça fait sens, mais pour moi, il y a un peu cette distinction-là qui rentre en ligne de compte. Et après, sur comment est-ce que on arrive à avoir une délégation efficace, c'est toujours la même chose. Enfin, pour moi, c'est déjà réussir à identifier qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de déléguer. Le noter, faire vraiment une fiche de poste, quelle que soit la nature de la relation qu'on a avec quelqu'un. Et j'ai envie de dire, même si on travaille avec des amis, la famille, etc., que ce soit en fait une relation professionnelle, pour moi, je trouve ça assez essentiel. Et quand on discute du coup justement dans les phases amont, de décider aussi de quels vont être les moyens de se coordonner, parce qu'en fait dans la délégation, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de réussir à créer des points de coordination où je vais, on va discuter ensemble de où est-ce que t'en es, qu'est-ce qui te pose difficulté, et du coup comment est-ce qu'on avance ensemble sur les prochaines étapes. Et pour moi, cette question de la coordination, elle est assez essentielle, de définir ensemble les canaux de communication, la fréquence de communication. Est-ce qu'on attend de cette personne qu'elle nous fasse un petit compte rendu hebdomadaire? Je sais pas si on parle par exemple de quelqu'un qui est assistant ou assistante, ou de quelqu'un qui fait de la comptabilité. Et à quelle fréquence est-ce qu'on a besoin d'avoir un retour un peu structuré, une espèce de résumé de ce qui s'est passé. Donc ça aussi, je pense que c'est assez important d'avoir ces éléments-là, de pouvoir structurer. Et puis après, évidemment, quand on a peur de déléguer, pour moi, il faut réussir à s'appuyer sur des outils. Et quand je parle d'outils, je parle pas seulement d'applications, mais je parle aussi de process, c'est-à-dire de vraiment dessiner ensemble le cadre exact. Qu'est-ce qu'on fait étape par étape, ça veut dire quoi faire la facturation mensuelle, ça veut dire quoi faire la déclaration de ça veut dire quoi faire la création de contenu pour tel ou tel compte, ça veut dire, enfin voilà, en fait c'est quoi exactement, de quoi est-ce qu'on parle exactement, et vraiment de documenter l'ensemble de ce qu'on fait, et j'ai envie de dire de commencer à documenter quand on est déjà tout seul, c'est-à-dire d'avoir déjà des process et déjà des modes opératoires quand on est en solo. Je sais que personnellement, il y a des choses que je fais encore toute seule et qui sont quand même documentées. J'ai des process de, je sais pas, d'onboarding de mes clients en coaching. Bah ouais, j'ai un petit process avec une checklist, et le jour où j'ai besoin de déléguer ça à quelqu'un, en fait les ressources, elles sont déjà là, et j'ai déjà le pas à pas pour les nuls, et la personne qui m'accompagnera sera pas nulle, c'est pas la question, et moi non plus je suis pas nulle, c'est pas la question, mais juste au moins tout est structuré, tout est formalisé dans le détail. Tout le pas à pas, tous les modèles d'email, tout ça, en fait, de structurer au fur et à mesure, de vraiment documenter au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment, je pense, valable sur presque n'importe quel type d'entreprise. C'est-à-dire que on est un e-shop. En fait, je peux documenter, je sais pas, les réponses que je vais faire à mes clients quand ils me posent une question, ou quand il y a un retard de commande, ou ce genre de choses. Je fais des modèles, en fait, pour pouvoir faire du customer care. Quand je suis, j'en sais rien, justement.
quand je fais de l'allocation saisonnière ou de la sous-location, ce genre de choses, bah je peux avoir aussi des messages types de bienvenue, je peux avoir des petits process de onboarding de quand la personne arrive, il faut que sur la table il y ait un petit mot le petit classeur qui lui explique les règles de la maison, il faut qu'il y ait le petit paquet de gâteaux que j'offre à tous mes hôtes, etc. Donc tout ça, c'est autant de choses, quel que soit le business qu'on a, qui vont permettre de aussi plus facilement déléguer. Et en fait, quand on a tendance à avoir du mal à faire confiance, faites confiance à vos process et faites confiance aux checklists que vous aurez fait, parce que du coup, en fait, c'est comme le mode d'emploi entre guillemets de ce que vous faites tout seul au départ, et que derrière vous allez confier à quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être, on a un peu peur, ou du moins on sent qu'on en fait peut-être un peu trop, c'est un petit peu trop rigide, tu vois, dans l'approche. Mais effectivement, si tu le fais pas, le pendant, c'est que, le risque, il est beaucoup pire entre guillemets que le risque de se faire voir pour d'avoir donné l'impression de quelqu'un de rigide, justement. Et c'est vrai que du coup le process, moi je suis un peu d'accord avec toi sur le fait qu'il faut faire confiance au process. Après il faut l'enrober avec de l'humain quand même. Ah non mais pour moi le process c'est pas un truc purement technique, hein. C'est-à-dire que justement le process il doit venir en soutien de la partie de justement toute la partie humaine. Et quand je dis on a des modèles pour tout, ça ne fait évidemment pas l'économie de personnaliser, de mettre de l'intention humaine dedans. Enfin pour moi c'est hyper essentiel. Et quand tu dis oui, ça peut paraître un peu trop rigide, en fait pour moi c'est exactement la même chose que quand tu veux apprendre tu veux apprendre le piano. Au début en fait tu es obligé de faire des gammes et tu fais les trucs en fonction de la partition que tu as devant toi et tu colles à la partition. Ton process, c'est la partition. Et une fois que t'as bien compris comment est-ce que ça fonctionnait, que t'as le process dans les doigts, entre guillemets, comme tu peux avoir une partition dans les doigts, là, tu peux te permettre de faire des petites fioritures, de t'écarter un peu du truc, de proposer des améliorations, etc. Mais pour moi, c'est vraiment c'est simplement une base de départ, en fait. Et après, évidemment que l'humain a évidemment toute sa place sur le fait d'ajuster. Un process, c'est là pour aider, c'est pas là pour être appliqué bêtement sans réfléchir, quoi. Je veux dire, sinon ça n'a d'intérêt pour personne, ni pour la personne qui applique le process, ni pour la personne en face qui reçoit entre guillemets les résultats du process, quoi. Enfin sinon en fait on fait juste des chatbots, quoi. Enfin tu vois, genre je n'ai pas compris votre question, mais quel enfer. Ouais. Non, évidemment que si on est humain, le process il doit rester humain aussi. Ouais, parce que pour irriter son partenaire, il y a pas mieux qu'une sorte de chatbox super impersonnel, quoi. Ouais, c'est l'enfer. Je t'en profite tu parlais de documenter les choses, et j'en profite, ça me fait penser une question qu'a posée c'était Stéphanie qui parlait de l'organisation de documents administratifs quand ils sont sous plusieurs formes, tu vois. Ça peut être certains sur ordinateur, certains sur format papier, ça peut être pour certains biens, tu vois, par exemple des documents de gestion, les charges de copro, les travaux, les crédits, etc., d'un bien immobilier qu'on met en location, et puis d'un deuxième et d'un troisième. Comment est-ce que tu harmonises, je crois que c'est le sens un peu de la question, tu vois, toutes ces pièces là dans des formats qui sont pas uniformes, en fait. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce que tu numérises, enfin comment tu pourrais t'en sortir dans ce cadre-là? Moi je pense que le seul moyen c'est de mettre tout au même format. Et je pense que après j'avoue je suis pas une grande spécialiste de la gestion des documents pour le coup, parce que j'ai une entreprise dans laquelle il y a assez peu de documents, mais du coup pour moi, si on veut réussir en fait, parce que l'enjeu c'est de réussir à centraliser les choses pour que tout soit au même endroit et que si j'ai besoin d'un élément, je le retrouve sans me prendre la tête. Donc alors deux solutions, soit on dit on numérise tout et du coup on fait une espèce de base de données. Donc une base de données, c'est comme un genre de classeur numérique dans lequel on va rentrer tous les documents qu'on a. Soit on fait une base de données toujours et on dit les documents qui sont au format numérique, je les mets directement dans la base de données, je les mets directement dans mon classeur numérique. Et les documents qui sont au format papier, je mets une note dans laquelle je dis ce document-là se trouve dans le classeur vert intercalaire numéro 3. Et du coup, en fait, je me fais une espèce comme ça de carte au trésor où je sais où est-ce que je peux trouver les éléments sans perdre de temps, quoi. Ah ok, donc tu renvoies sur le format de la plateforme numérique, tu donnes une information pour indiquer où physiquement tu vas trouver le classeur, quoi.
Ouais, ça peut être, si on n'a pas envie de prendre le temps de tout numériser et que en réalité on travaille toujours du même endroit et que voilà, je pense que ça peut être alors pour moi c'est un peu un palliatif, hein, parce que je pense que c'est toujours plus facile d'avoir tout au même format, tout au même endroit et tout accessible de n'importe où. Mais au moins ça permet de dire bon bah j'ai mes classeurs derrière moi, j'ai mes trucs que je reçois par mail, plutôt que de pas savoir où chercher. Quand je mets quelque chose dans le classeur, je le rentre dans ma base de données et je fais j'en sais rien, un peu comme un index de bibliothèque, tu vois, mais au format numérique et où du coup je vais aussi pouvoir insérer les formats numériques directement dedans, quoi. Ok. Je pense que je ferai un truc comme ça. Après, je suis en train de brainstormer en même temps, hein, donc peut-être que je suis en train de me perdre, mais je pense que ça peut être une solution de faire ça. Ouais, carrément mieux. En tout cas, moi, je le pense aussi, que noter les trucs physiques dans un carnet, papier, et puis à côté avoir les trucs numériques dans un autre format à côté, quoi. Parce que là, la chance qu'on perde et qu'on dissocie, en fait, même d'un point de vue cérébral, tu vois, deux types de documents parce qu'ils ont un format différent, mais ils sont liés à une même tâche ou à une même chose, ça marche pas, quoi. Yes, mais pour ça, en fait, je pense que c'est vraiment une question de, justement, quand on crée un système d'organisation, il faut définir où est-ce qu'on va mettre chaque chose. Donc, par exemple, personnellement, je suis pas du tout full numérique. J'ai encore un carnet, j'ai même 2 carnets. J'ai un carnet dans lequel je réfléchis et un carnet dans lequel je fais mes listes de tâches. Ça veut pas dire que c'est le bazar, parce qu'en fait, je sais où trouver quoi. C'est-à-dire que si je réfléchis dans mon carnet, et une fois que j'ai structurer ma pensée, je vais formaliser au format digital sur Notion typiquement, donc je vais prendre des petites notes, je vais commencer à structurer mon projet et tout. Dans mon carnet juste papier comme ça, j'ai juste ma petite liste de tâches et c'est juste, je l'utilise au quotidien, mais je reviens jamais vraiment en arrière. C'est juste pour pouvoir décider, justement, on en parlait tout à l'heure, de décider. C'est l'endroit où je décide de ce que je fais là sur cette journée-là. Et après, dans mon espace, donc moi je travaille sur Notion, Notion en français, mais du coup qui est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. C'est là que je vais vraiment compiler tous mes éléments. Par exemple, mes notes de coaching, je les fais pas en format carnet. C'est non, toutes les notes, elles sont dans une base de données. Et c'est là que je trouve mes notes de coaching, les notes que j'ai sur des appels où les gens veulent démarrer un coaching avec moi. Je prends les notes aussi à cet endroit-là. Toutes mes notes sont au même endroit, quelle que soit la nature entre guillemets de la note. C'est pareil, tous mes contacts sont au même endroit, quelle que soit la nature du contact, etc. Donc l'idée pour moi, c'est de réussir à centraliser au maximum. Parce que du coup, ça permet aussi d'avoir une visibilité beaucoup plus globale et de retrouver la bonne information quand on en a. Donc typiquement, quand on gère des biens, puisque c'est de ça dont on parlait, on peut complètement, plutôt que d'avoir, je sais pas, un répertoire format papier ou alors 25 cartes de visite d'artisan, si j'ai une carte de visite d'artisan, en fait, je peux la prendre en photo et je rentre le contact directement dans une base de données pour dire, ok, monsieur machin ou madame machin, c'est ça sa spécialité, c'est ça son numéro de téléphone, voilà. Et du coup, ça va me permettre d'avoir comme ça. En fait, l'objectif pour moi, c'est de consolider au fur et à mesure les informations qu'on fait rentrer dans son business, de réussir à les retrouver sans aucun problème, et puis de pouvoir derrière capitaliser dessus, quoi. Mm-hmm. Non, c'est cool, c'est carrément, j'avais pas pensé à ça, mais tu numérises tout finalement, quoi. Et est-ce qu'il y a est-ce que pour toi il y a tout dans Notion, ou est-ce que par exemple je pensais à Evernote ou les notes, etc. Pour toi, Notion remplace absolument tout sur ce qui est reminder, donc prendre des notes à la volée, ou on a des idées, on les met, ou retravailler ses idées. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont pas dans Notion pour toi aujourd'hui? Alors Notion ne fait pas tout puisque c'est un outil et que ça ne peut pas tout faire. Par contre, je trouve que en fait, ça fait beaucoup de choses, un peu moyennement. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais en réalité, focus sur le beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire de la gestion de projet sur Notion. Après, il y a plein de choses sur Notion que on peut pas faire comparé à des applications qui sont vraiment centralisées sur la gestion de projet. Je prends par exemple, si je fais un différentiel, par exemple Notion ClickUp. Sur Notion, en termes de gestion de projet, je vais pouvoir faire, tu vois, un planning de Gantt avec mes différentes tâches, etc. Mais par exemple, si je change la période à laquelle je vais faire une tâche, ça va pas décaler automatiquement mes autres tâches. Mon planning, il va rester et il va falloir que je décale à la main toutes les autres tâches. Sur ClickUp, c'est optimiser gestion de projet. Du coup, tu peux dire cette échéance, elle est dépendante de cette échéance, donc tu peux définir des dépendances entre les tâches et du coup, tout va se décaler d'un coup. Alors évidemment, en général, je pense que au global, sur je pense 90% des usages, Notion sera largement suffisant pour faire
faire ce genre de choses, mais il y a quand même des petites choses un peu spécifiques qui sont pas présentes dans Notion. Après, enfin moi je sais que c'est l'endroit où j'ai tout mon business. Je veux dire, j'ai toutes mes notes elles sont dans Notion, tous mes épisodes de podcast ils sont dans Notion, tous les emails que j'écris ils sont dans Notion, toutes mes tâches elles sont dans Notion, tous mes projets sont dans Notion. Enfin tout. Enfin je veux dire je ne sais pas où. Enfin vraiment tout est dans Notion. La seule chose que j'ai pas dans Notion, c'est la partie finance, où là pour le coup j'utilise une autre application. Mais oui, enfin en fait en soi on peut quand même gérer beaucoup de choses et il faut quand même pousser pas mal pour voir un petit peu les limites de Notion. Et un autre, alors là pour le coup une grosse limite de Notion, et après je m'arrête de parler, c'est les automatisations. Les automatisations sont pas présentes de manière ce qu'on appelle native dans Notion. Donc Notion ne fait pas d'automatisation, et ça veut dire qu'il faut avoir une application à l'extérieur de Notion qui va venir manipuler Notion à notre place pour faire des automatisations, pour les tâches récurrentes, pour je sais pas des changements de statut, pour faire monter la priorité d'une tâche par exemple, ce genre de choses. Tout ça c'est pas automatiquement fait dans Notion, alors que des outils comme ClickUp, Airtable, Asana, ce genre d'outils vont proposer des automatisations intégrées dans l'application. Ok, non mais c'est top. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ton actualité? Je crois que tu prépares des choses justement par rapport à Notion, s'il y a des choses que tu veux annoncer. Yes, donc dans les actualités. Donc premier truc, si il y a des gens qui sont en train de réfléchir à une réorganisation de leur organisation, qui ont envie de travailler sur justement tous ces aspects organisation, gestion du temps, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, à venir me parler en message privé pour qu'on puisse voir si vous avez envie de travailler avec moi. Premier truc. Et deuxième truc sur Notion. Donc Notion c'est un outil trop bien, même s'il fait beaucoup de choses moyennement, mais c'est vraiment un outil très cool dans lequel du coup j'ai tout mon business. Franchement des fois je me dis si Notion crash, je suis pas bien, mais je leur fais confiance. Sur Notion, je vais faire ce que j'appelle un Notion Tour. Donc en gros en septembre, je vais faire une espèce de masterclass qui va durer je pense à peu près 1 heure, et dans laquelle je vais faire vraiment un tour de mon espace Notion, vous montrer comment est-ce que ça s'est structuré, quelles sont les bases de données qui sont vraiment les piliers de mon espace, comment est-ce que je fais communiquer les bases de données entre elles pour avoir un système le plus intelligent possible. Et voilà, je crois que je me rappelle plus la date, mais ce sera, il me semble, le 9 septembre. Bref, abonnez-vous à mon compte Insta, en vrai, je communiquerai dessus en story et vous aurez le lien d'inscription. Les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais vous aurez le lien d'inscription. Et ça, ce sera gratuit pour le coup. Donc, si vous avez envie de découvrir l'outil, de voir quelles sont les possibilités, de poser toutes vos questions par rapport à cet outil-là, et comment est-ce qu'on crée un espace sur Notion, ce sera le moment de le faire. Ok, bon top, merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Et puis on mettra tous les liens dans l'épisode, on fera sûrement un épisode entier derrière. Voilà, je te dis à très bientôt. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter sur Insta. Je réponds toujours, pas toujours dans la minute, mais toujours avec grand plaisir. Et puis écoute Paco, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup Claire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!